Bien, alors, bonjour à tous. Je me présente donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading et responsable d'un service de recommandation sur les produits dérivés qu'on appelle les turbos, qu'on verra un peu ensemble tout à l'heure. Ce service s'appelle DT Turbo, je vous en parlerai à la fin de la présentation. La première fois, ceux qui étaient avec nous il y a quelques mois, on avait vu ce qu'on appelait les figures de continuation en termes de chartisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux figures dites de retournement. On en a sélectionné quelques-unes de façon non exhaustive, mais en tout cas les principales. Donc on va regarder ensemble les ETE, qui sont en fait les épaules, tête épaules, les biseaux, les diamants et les double top ou double bottom. Pardon. Donc vous le savez maintenant, l'analyse technique est une discipline qui étudie les graphiques des cours et à travers laquelle en fait l'observation du passé et du présent va permettre de pouvoir anticiper l'avenir. Alors évidemment, toute chose égale par ailleurs, va permettre de l'anticiper de façon plus ou moins efficace. L'objectif est de savoir dans quel cas et dans quel cadre elle sera vraiment efficace. Donc dans ce deuxième volet, comme je vous l'ai dit, on va aborder un domaine chartiste reconnu, qui est celui des figures de retournement. Il existe donc des phases de marché qui ont lieu sous forme dite de retournement. Ces figures qu'on va voir ensemble présentent la particularité de générer à leur sortie un mouvement inverse de celui qui les précédait, soit un mouvement donc de retournement. Alors il est évident que ce sont des figures qui peuvent être parfois très utiles, soit pour trouver des zones de sortie lorsque vous êtes en pause, soit pour trouver éventuellement des zones d'achat lorsque vous avez l'impression qu'on s'approche d'un inversement de tendance. Donc apprendre à reconnaître, à déceler et à jouer ce genre de figure peut parfois rapporter gros. On va donc vous montrer comment, selon le profil d'investisseur que vous êtes, vous allez pouvoir profiter des produits adaptés à votre stratégie. Un sommaire, donc je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'on va le passer en revue ensemble, mais il faut savoir que cette présentation est disponible sur demande, que de toute façon je l'enverrai à la plupart, moi pas à la plupart d'ailleurs, à l'intégralité de ces personnes qui se sont inscrites et qui ont participé à ce webinaire. Vous pouvez quand même, au cas où, nous envoyer un mail pour confirmer l'intérêt de recevoir cette présentation. C'est pourquoi on ne va pas s'attarder sur le sommaire qui vous permettra, vous, par la suite, de pouvoir vous y retrouver plus facilement. Donc, dans un premier temps, qui suis-je Comme je le dis régulièrement, je suis né dans l'analyse technique, puisque j'ai été formé tout de suite à cette méthodologie sans passer par ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Ma vision de l'analyse technique, ça a toujours été la même, à savoir, en bourse, pas de panacée. Si jamais vous aviez trouvé un jour une méthode infaillible, les autres ne vous feraient pas. Donc le but, c'est de confronter sa méthode, donc la théorie, à la pratique, et de voir avec les années l'expérience de quelle manière votre méthode peut être efficace et de quelle manière elle peut être également faillible. Moi, ça fait donc depuis 15 ans maintenant que je suis derrière les marchés, et depuis 15 ans, j'ai gardé les mêmes convictions, les mêmes croyances, à savoir, je n'ai jamais remis en cause l'analyse technique depuis que je la pratique. Quels sont les points forts de l'analyse technique, telle qu'on la pratique chez Daguerre Trading? Alors, on va faire un rapide aperçu de la théorie de site, qui ne va pas forcément être ce qu'on va aborder le plus dans ce webinaire sur les figures de retournement, mais c'est toujours bon à savoir. Donc, on verra le principal schéma de base. On va voir comment les outils peuvent vous aider à mettre en place des stratégies gagnantes sur des produits type turbo ou autres. On verra ensemble aussi des exemples concrets. Elliott, je le rappelle, était un comptable des Américains qui était en place lors des années 30, c'est-à-dire lors de la fameuse crise de 29. Et ce comptable avait observé que des graphiques évoluaient selon certains schémas plus ou moins récurrents. Il avait décidé d'en établir une théorie. Et cette théorie est efficace, on va dire, elle est peut-être 6 fois sur 10, 6-7 fois sur 10, ça dépend. Il y a vraiment des parties des décomptes elliptiques qui sont parfois effectivement très efficaces. Les petits plus subtils, pullback, overlap, on ne va pas s'y intéresser beaucoup aujourd'hui puisque ça fera l'objet d'un prochain webinaire qui aura lieu en septembre. Le backtesting, ça, je le rappelle toujours parce que c'est quelque chose de très important. Donc à chaque fois que vous allez avoir une méthodologie sur laquelle vous allez essayer de travailler, pensez toujours à la backtester, à vous dire, tiens,
Est-ce que cette méthode a marché sur telle valeur, sur tel sous-jacent dans le passé, pour savoir si vous pouvez lui faire confiance dans le futur. C'est vraiment quelque chose de tout bête, en fait, hein, c'est très simple. Donc si, un exemple concret, vous regardez, je sais pas, les bandes de Bollinger sur, je sais pas, Orange, et que vous vous rendez compte que dans le passé, les bandes de Bollinger étaient efficaces sur cette valeur-là, vous pouvez vous dire que dans le futur, vous pourrez vous y fier. Alors que peut-être que ces mêmes bandes de Bollinger, sur un type comme Bouygues, ne fonctionneront pas de la même façon. Enfin, et ça c'est encore un point très important de la discipline que je pratique, la combinaison de points. La combinaison de points, c'est que parfois un même niveau va correspondre à une multitude de théories techniques différentes. On peut prendre un niveau qui va correspondre à un gap, qui lui-même va correspondre à un ratio de Fibonacci, qui va correspondre au bas d'un canal. Donc plus vous allez avoir de correspondances techniques, plus le niveau va être fort, puisque vous allez savoir que vous allez avoir les gens qui suivent les gaps qui vont suivre ce niveau. Mais vous allez avoir également les gens qui suivent les ratios de Fibonacci. Vous allez avoir également les gens qui regardent les canaux, etc. Et plus de gens vont s'intéresser à un niveau, plus ce niveau va devenir efficace. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet et on va aborder donc les figures dites de retournement en introduction. Donc en matière d'analyse technique, AT pour les connaisseurs, et plus largement encore en matière d'études graphiques, on va avoir, lorsqu'on regarde un graphique, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir deux grandes familles. On va avoir les tendances, c'est-à-dire que parfois, vous allez voir un graphique, vous allez voir que vous avez une tendance nettement entière ou nettement baissière, et vous allez avoir la deuxième grande famille, qui sont ce qu'on appelle les phases de consolidation ou de temporisation. Tout ce que je vous dis là, tout ce qu'on va voir là de façon théorique, on le verra à la fin de façon pratique avec des graphiques que j'ai préparés pour vous. Donc, n'essayez pas de tout intégrer, de tout digérer là maintenant tout de suite. Écoutez juste ce que je suis en train de vous dire. Notez les questions si vous en avez quelques-unes et après, lorsqu'on abordera les graphiques, je pense que ça vous parlera un petit peu davantage. Donc, à travers ces phases de consolidation ou de temporisation qui sont toujours beaucoup plus difficiles à analyser, à gérer et même à trader, il en existe qui sont un peu plus faciles à déceler, visuellement et graphiquement. On a vu une première famille la dernière fois, c'était les figures de continuation. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est les figures de retournement. Alors, c'est quoi une figure de retournement? La définition. Bon, un peu comme les figures de continuation, la définition se trouve à l'intérieur même de l'appellation. Il existe donc de multiples phases de temporisation des marchés. Celles-ci, qu'on appelle communément des phases de consolidation ou parfois de correction, peuvent rester tout à fait aléatoires. Il arrive qu'on ait des phases de consolidation qui soient totalement incompréhensibles. Ils peuvent aller dans un sens et dans l'autre, mais il arrive parfois également qu'elles prennent la forme de figures un peu plus reconnues et plus faciles à déceler. Il y a donc les deux grandes familles, les figures de continuation qu'on a vues la dernière fois, et les figures de retournement sur lesquelles on va s'attarder maintenant aujourd'hui ensemble. Donc ces figures, elles ne vont pas prolonger comme les figures de continuation la tendance, mais elles vont au contraire l'inverser. Alors, quel est le premier exemple qu'on a sélectionné pour vous? Le premier exemple, il s'agit des ETE. Donc ETE, c'est l'abréviation de épaule, tête, épaule. Beaucoup de figures chartistes portent un nom qui les définit finalement. Autrement dit, l'épaule, tête, épaule, vous le verrez tout à l'heure quand on verra d'un point de vue graphique, c'est une figure qui va prendre visuellement l'aspect d'une tête avec deux épaules. Alors, l'épaule, tête, épaule, c'est donc une figure chartiste qui s'étale donc sur 3 sommets consécutifs, à l'issue en général d'une tendance haussière. Alors, parce que là, on est en train de regarder les épaules, tête, épaule tout court. Il y a ce qu'on appelle également, de toute façon, tout est symétrique en pattern d'analyse technique, donc il y a les épaules, tête, épaule inversées. C'est comme les double top qui correspondent au double bottom. Là, on va s'intéresser d'abord à la figure classique et on passera en revue très rapidement la figure inverse, à savoir les épaules, tête, épaule inversées. Le deuxième sommet de cette espèce de borne à 3 têtes s'appelle justement la tête. La tête, pourquoi? Parce qu'elle va être plus haute que les deux autres qu'on appellera donc épaules. Les plus bas qu'on va atteindre entre les sommets vont permettre de matérialiser une zone qu'on va nommer ligne de coup, qui correspond en fait à un support. Si on veut prendre l'exemple corporel, il s'agira à peu près de la ligne qui passe par vos deux épaules et juste en dessous de votre cou. Donc la ligne de cou est souvent horizontale, elle peut être légèrement inclinée, mais attention, les lignes de cou trop inclinées sont des fausses têtes d'épaules. Donc légèrement oblique, j'accepte, trop oblique, là on est dans une autre type de configuration. La validité de cette figure va passer par le respect de 3 règles essentielles.
La première, les deux épaules doivent être d'amplitude similaire. Si vous avez une épaule, je ne sais pas, qui fait 2 € d'un côté et 4 € de l'autre, voilà, là il y a un dysfonctionnement. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la tête et les épaules en amplitude et en timing. Vous ne pouvez pas avoir une épaule et puis 6 mois après une tête et 1 mois après une autre épaule. D'accord? De la même façon, vous n'allez pas avoir des épaules qui vont prendre, je sais pas, 1% d'amplitude chacune et une tête qui va vous prendre 10%. Donc en gros, l'épaule tête-épaule en termes chartistes voilà, est contre les malformations. Donc, les gens bossus, les gens qui ont des têtes grosses avec des petits coups, etc., ça rentre pas dans le cadre. Enfin, une ligne de cou avec une pente modérée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est important, on verra ensemble. La figure qu'on va regarder présente une ligne de cou avec une pente légèrement modérée, une pente bipolaire. C'est comment valider finalement ce type de figure? Bah, justement, c'est la cassure de cette ligne de cou qui va valider la figure chartiste et qui va vous permettre donc à la sortie de calculer un objectif théorique en reportant l'amplitude du sommet de la tête à la sortie de l'épaule tête-épaule. On va le voir ensemble de façon très pragmatique tout à l'heure. Avant de passer à l'exemple numéro 2, d'abord j'espère que ça a été assez clair, mais je vous l'ai dit, ça sera davantage avec l'exemple tout à l'heure. N'oubliez pas que ce type de figure peut également se trouver dans l'autre sens. Donc les épaules tête-épaule vont être des figures de retournement baissier, puisque on va avoir une épaule, une tête, une épaule et qu'on va repartir dans le sens à la baisse. Les épaules tête-épaule inversées seront, elles, des figures de retournement haussier, mais vont fonctionner exactement de la même façon. Deuxième exemple, les biseaux. Alors, qu'est-ce qu'un biseau? Alors, un biseau, qu'on appelle parfois wedge également, dans notre jargon, c'est tout simplement la traduction de biseau en anglais, hein. Donc, un biseau, c'est quoi? Un biseau va représenter une phase de consolidation avant un inversement de la tendance initiale. Il va s'agir donc d'une convergence entre deux droites qui vont encadrer les plis, et même plus que les encadrer, qui vont finir par les étouffer en fait petit à petit, avec une diminution donc d'amplitude. On se doute bien, comme on le verra tout à l'heure, que la sortie d'un biseau ne peut pas se faire des années sauf des biseaux de très long terme. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un canal, par exemple, théoriquement, je dis bien, on peut rester à l'intérieur pendant 50 ans, 60 ans, 150 ans, puisque les deux bornes sont parallèles. En revanche, un biseau, comme les deux bornes finissent par étrangler les cours, il est évident qu'à un moment, on va être obligé d'arriver à la jonction de ces deux bornes. D'accord? Alors, la sortie d'un biseau va s'effectuer généralement dans le sens inverse, c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent une figure de retournement, de la tendance de fond, avec un objectif minimal équivalent au point d'entrée de la figure. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'on sort d'un biseau, on devrait pouvoir atteindre le point d'entrée du biseau à la sortie. J'attire juste votre attention, comme je l'avais fait dans la première partie sur les canaux, sur le fait que certains biseaux peuvent être des figures de continuation. Alors vous allez me dire, oui, alors c'est bien malin, mais à quoi ça sert? Il faut faire attention parce que les biseaux sont quand même assez proches des triangles, ne serait-ce que par leur configuration et leur nom, et que parfois certains biseaux sont mal interprétés et finissent par être en fait des triangles beaucoup plus ouverts. C'est le seul problème qu'on peut rencontrer. Mais généralement, on le verra, ce sont quand même des figures qui finissent par étouffer les cours et finissent par les faire sortir dans une tendance inverse à celle qu'ils étaient avant d'y entrer. On a donc deux types de biseaux. Le biseau ascendant, qui va être une figure d'étranglement métallisée par deux droites de tendance donc haussière. Elle intervient généralement, donc le biseau ascendant intervient généralement après une hausse des cours. On va observer une phase de consolidation à la hausse avant une inversion de la tendance. Les cours vont donc évoluer à la hausse entre un support et une résistance, qui seront toutes les deux haussières. La cassure de la droite de support, qui va généralement être accompagnée de fort volume, va valider la figure et donc engendrer le potentiel de baisse qu'on attend. Inversement, le biseau descendant, qu'on appelle également failing wedge, est construit avec deux droites de tendance, toujours une droite de support et une droite de résistance, qui elles seront baissières. Cette figure va donc être considérée comme un biseau d'essoufflement baissier, et qui elle va intervenir, pour le coup, dans le cadre d'un retournement, cette fois haussier. D'accord? Donc la cassure, cette fois de la résistance, et non pas de la droite de support, qui va être généralement accompagnée de fort volume, va valider la figure, et donc vous offrir cette fois un potentiel de hausse, qui est censé être effectivement un potentiel intéressant. Troisième exemple maintenant, les diamants. Alors, les diamants, donc il s'agit là d'une figure complexe qui va être formée par la juxtaposition
d'une figure d'élargissement et des figures de convergence qui, elles, vont être symétriques. C'est un peu, visuellement, cette figure va s'apparenter à un losange ou un diamant, ou si vous jouez aux cartes, par exemple, vous avez le carreau, un carreau allongé, c'est un diamant, d'accord? Et le losange va être le plus souvent aplati sur sa diagonale horizontale. Ça va donc nous donner 4 lignes, qu'on va voir ensemble tout à l'heure, de tendance qui doivent être impactées à plusieurs reprises afin de valider la configuration. C'est quelque part 2 triangles, un triangle ouvert, un triangle fermé, qui vont se juxtaposer et qui vont fermer les cours, d'abord de façon haussière, ensuite de façon baissière, avant donc de valider un retournement. Le diamant est donc une figure de retournement qui se forme aussi bien sur les sommets que sur les creux. Si vous constatez un diamant donc dans une tendance haussière, attention, ça veut dire que vous avez des risques d'en ressortir à la baisse. Inversement, si vous constatez un diamant pas dans une tendance baissière, vous allez avoir des chances d'en ressortir à la hausse. L'objectif de cours va se déterminer en reportant la hauteur maximale du diamant au point de cassure. Les volumes, là encore, sont généralement en diminution au sein de la figure et augmentent lors de la cassure. Ça aussi, ça peut parfois vous donner des indications complémentaires qui vont vous permettre de valider ce type de figure. Après les diamants, j'ai rajouté quelque chose qui n'était pas prévu au programme, mais qui me semblait intéressant, donc ce n'était pas dans l'intitulé du webinaire à la base. Donc exemple 4, les doubles bottom ou les doubles top. Donc qu'est-ce qu'on appelle double bottom et double top? Là pour le coup c'est vraiment très facile et à appréhender et à analyser et à observer. Donc comme leur nom l'indique, c'est une succession de 2 creux ou de sommets de même amplitude, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à un même niveau. D'accord? Ces deux figures prennent respectivement la forme d'un M et d'un W aux branches plus ou moins élargies. Le fait de rebondir 2 fois sur un même niveau de prix témoigne d'une zone de support active, présageant un retour imminent sur la ligne de coût. Tout ce que je vous dis là, on va le voir tout à l'heure d'un point de vue pratique. Donc, les doubles top vont être des figures de retournement baissier, les doubles bottom vont, elles, être des figures de retournement haussier. La cassure de la ligne de coût va valider la figure curve et donc vous permettre de calculer un objectif. L'objectif de cours va se déterminer en reportant l'amplitude moyenne des 2 rebonds au point de cassure de la ligne de coût. Les volumes sont généralement en diminution au sein de la figure et augmentent là encore lors de la cassure. Et ça s'explique. Ça s'explique par le fait que les gens passent par une phase d'observation un peu craintive et que lorsque finalement ils voient que la figure finit par être validée, là d'un seul coup, c'est un effet d'avalanche en fait. Tout le monde commence à se dire, ah, finalement le double top a tenu, et tout le monde commence à vendre. Ou inversement, le double bottom a tenu, et là tout le monde commence à acheter. D'accord? Il existe une autre configuration avec 3 creux ou top successifs. Donc on appelle ça triple bottom, triple top. Il faut savoir que le double top, double bottom, c'est ce qu'on appelle le minimum syndical. Après, on peut avoir des triple tops, ça m'est arrivé d'en voir des quadruples, voire davantage. D'accord? Mais c'est des configurations qui sont effectivement plus rares. Au bout d'un certain temps, lorsque vous avez des, je sais pas, quintuple top, quintuple bottom, là, vous êtes trompé, vous êtes sur une droite de support, ou un canal, ou quelque chose comme ça. Alors, quelle est la conclusion théorique sur ces figures de retournement? Donc, comme on l'a vu ensemble, ces figures ne sont pas si difficiles à repérer, puisqu'elles ont toutes des formes graphiques visuelles qu'on va pouvoir visualiser. Contrairement, donc, comme je l'ai dit lors du précédent webinaire, aux figures de conciliation complexes. Maintenant, toute tendance ne bénéficie pas forcément d'un schéma de figure de retournement traditionnel. Il faut donc apprendre à déceler ce genre de figure dans un premier temps et apprendre par la suite à en tirer profit dans une stratégie d'investissement à court ou plus long terme. Une fois que vous allez avoir assimilé ces éléments, on se rendra compte de l'efficacité de telles méthodes, notamment pour les détections de retournement de tendance, qui peuvent très souvent être très profitables. Une fois qu'on a vu donc cette conclusion, on va faire une petite parenthèse pour aborder les différents types de produits sur lesquels on peut intervenir aujourd'hui. Et après, on reviendra sur la partie pratique, à savoir l'étude des graphiques. On va observer tout ce que je vous ai dit là en théorie sur des cas pratiques. On va voir comment on aurait pu en profiter pour que vous puissiez voir par la suite comment éventuellement en profiter à l'avenir. Chez Commerzbank, donc notre partenaire, vous savez, il existe de nombreux produits de bourse qui permettent de jouer les mouvements à la hausse ou à la baisse anticipés par votre analyse technique. On vous invite donc à vous rendre sur le site de Commerzbank afin de pouvoir les découvrir et ne pas hésiter à télécharger les brochures explicatifs qui sont fournies et très bien faites. Chaque produit a sa figure
que vous pouvez obtenir sur le site directement en format PDF. Pour l'heure, on va s'intéresser à 4 types de produits, 4 grandes familles, qui nous semblent en effet les plus adaptés à des stratégies type analyse technique. Quels sont ces différents types de produits? Quelles sont les 4 grandes familles qu'on a choisies pour vous aujourd'hui? Voilà, on va faire un petit tableau qu'on va regarder ensemble rapidement. On va voir, en fonction de chaque produit, quelles sont les caractéristiques qu'on peut avoir. Le premier produit, qui reste chez Daguerre Trading notre produit phare aujourd'hui, il s'agit du turbo. Alors, le second, c'est un produit assez intéressant aussi sur lequel on va finir par se pencher également, ce sont les leverage short. Ensuite vous avez le stability, comme son nom l'indique, c'est un produit qui est censé jouer un peu la stabilité du marché. Et enfin, vous avez les bonus. On va voir, selon chacun de ces produits, quelles sont leurs caractéristiques principales. En effet de levier, le turbo a effectivement un effet de levier qui est variable. Variable, ça veut dire qu'en fonction en fait de la distance de la barrière au cours du sous-jacent sélectionné, vous allez avoir un effet de levier qui va être différent. Plus vous allez vous approcher de la barrière, plus votre effet de levier va être important, évidemment, puisque plus vous approchez de la barrière, plus votre risque est important. Donc, vous allez bénéficier d'un effet de levier important. Les leverage short, eux, alors attention, ils ont un effet de levier qui va être fixe, mais fixe quotidiennement. C'est-à-dire que aujourd'hui, vendredi 27 juin, vous allez avoir un effet de levier sur un leverage short qui va être le même pour toute la journée. En revanche, si vous avez toujours ce produit en portefeuille lundi, l'effet de levier pourra varier. Donc, faites attention, c'est donc ce qu'on appelle un effet de levier fixe, mais fixe par jour. Les stabilités et les bonus, eux, n'ont pas d'effet de levier. Quel est le potentiel qu'on appelle risk-reward en version originale ou risque-rendement? Sur un turbo, il est élevé. Il est élevé parce que vous prenez le risque d'une désactivation avec une barrière, donc vous allez avoir un risk-reward qui va être élevé. Sur un leverage short, c'est relatif. C'est un produit un peu plus sécuritaire, selon, encore une fois, le produit que vous allez avoir choisi, vous allez avoir un effet de levier plus ou moins important et donc un potentiel de risque-rendement plus ou moins important. Sur le stabilité, en revanche, le risque-rendement, lui, est très élevé. Pourquoi? Parce que, on va le voir dans la catégorie suivante, vous allez avoir 2 bornes, donc 2 risques de désactivation, une à la hausse, une à la baisse. Forcément, vous prenez un risque plus élevé, vous allez avoir un effet de risque-rendement plus élevé. Enfin, sur un bonus, vous allez avoir un risque-rendement qui, lui, est considéré comme moyen. Y a-t-il un chaos possible sur ces produits-là? Sur un turbo, oui. Sur une borne. Si vous prenez un turbo à la hausse, un turbo call, vous allez avoir une borne basse, tous les cours de votre sous-jacent. Si vous prenez un turbo à la baisse, donc un turbo put, vous allez avoir une borne supérieure. Sur un leverage short, pas de chaos possible, tout comme sur le bonus. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, c'est un stability, vous avez 2 bornes, donc 2 chaos possibles. Enfin, concernant la maturité, donc à savoir que ce sont des produits qui ont une durée de vie limitée, alors ça va être oui pour le stabilité et le bonus, ça va être non pour le leverage short, et ça sera oui et non pour le turbo. Vous avez aujourd'hui plusieurs familles de turbos, des turbos dits classiques avec échéance, donc une date butoir à partir de laquelle vous ne pourrez plus traiter le produit, et sur une autre famille de turbos dits illimités ou illimité best, là vous n'aurez pas de date de maturité. On vous a mis un exemple. Alors, j'ai une question sur le turbo, on y reviendra tout à l'heure. Première exemple de carte d'identité, celle d'un turbo. Donc, on va regarder ensemble les caractéristiques. Donc, un turbo va se déterminer par quoi? D'abord, le sous-jacent sur lequel vous allez jouer le turbo. En l'occurrence ici, vous le voyez, on peut même jouer des turbos sur le Forex, puisqu'on a pris l'exemple d'un turbo illimité best put sur la paire GBP-USD, donc la livre anglaise contre le dollar américain. Turbo illimité best put, ça veut dire quoi? Illimité best put. Illimité, ça veut dire que vous n'avez pas de date de maturité. Best, c'est un produit qui vous donne un strike égal à la barrière. Sur un turbo illimité, le strike va être différent de la barrière. C'est une des contreparties des turbos illimités. C'est que la barrière va être recalculée tous les mois et elle ne sera pas forcément égale au strike. Un code NEMO, qui est donc un code à 5 caractères qui vous permet de retrouver le produit assez facilement sur le site de l'émetteur. La dernière lettre représente en fait l'émetteur en question. Il s'agit ici donc de Commerce Bank. Donc les produits Commerce Bank se terminent par Z. Le code ISIN, qui est vraiment la référence, un peu comme un code de sécurité, un numéro de sécurité sociale pour vous. C'est un code qui n'est attribué qu'à
ce produit-là, et une fois que le produit est mort, le code meurt avec lui, d'accord? À la différence d'un code mémo qui peut être réattribué par l'émetteur. L'émetteur dans le commerce banque, la barrière désactivante, très importante, c'est elle qui va déterminer votre effet de levier, votre prise de risque, etc. Donc là, en l'occurrence, 1,7153 $, puisqu'on joue la livre anglaise en dollars. Un turbo put sur une paire, ça veut dire qu'on joue ici donc la baisse du GBP USD, donc la hausse du dollar face au GBP. La distance à la barrière, qui va vous donner donc l'élasticité, vous voyez ici on est sur un produit quand même assez risqué avec une très forte élasticité. La parité, qui est en fait une cote-part du produit qui vous permet de savoir combien il vous faut de turbo pour avoir un équivalent du produit en question. Et enfin, la date de maturité, là en l'occurrence, on est sur un turbo limité, aucune. Donc, je vous rappelle que la distance à la barrière et donc l'élasticité, comme c'est indiqué ici, vont varier en fonction de l'évolution du cours. Deuxième type de famille de produits, le leverage short. On a pris un leverage short sur le gold futur, donc sur les cours de l'or. Le code MEMO, pareil, le code ligne, l'émetteur. Ici, on est sur un gold x5 short index. Vous allez jouer la baisse de l'or avec un effet de levier x5. Les frais de gestion qui vous permettent de calculer le prix du produit en question, le ratio, cette fois 1 pour 1, et le niveau de protection, qui est ici de 15%. Un exemple de carte d'identité sur un stability qu'on a pris sur le CAC. Je pense qu'il n'y a des stability aujourd'hui que sur le CAC, donc stability ou encore appelé stability variant. Toujours pareil, vous voyez le code NEMO qui faut paraître Z, le code ISIN, l'émetteur, alors les barrières, donc la borne haute, la borne basse qui était à 4000, la borne haute à 4006. Le taux de remboursement de 10 €. Donc en fait, vous allez récupérer 10 € par coupon que vous allez investir si, durant la durée de détention de votre produit, le CAC ne dépasse pas 4006 et n'enfonce pas les 4000. C'est un peu le pari que vous allez prendre. Et là, vous avez effectivement une date de maturité qui est là relativement proche, puisqu'elle aura lieu dans un peu moins d'un mois, quelques semaines. Enfin, la carte d'identité d'un bonus. On a fait un bonus capé sur ArcelorMittal avec une barrière basse à 9 €. Ça veut dire que tant que ArcelorMittal ne touche pas les 9 €, vous pouvez récupérer le niveau de bonus qui lui est de 14 €. Et avec une date de maturité ici, et va jusqu'en septembre 2020. Voilà. Comment choisir son produit? Parce que vous allez me dire, oui, alors d'accord, vous avez parlé de tel produit, mais maintenant, comment faire pour savoir quel est le bon produit sur lequel vous voulez intervenir? Là, j'allais dire, le choix de la stratégie d'investissement que vous allez faire va dépendre du profil d'investisseur que vous êtes. Donc, posez-vous quelques questions avant de savoir comment intervenir à la fois sur quelle catégorie de produits et même à l'intérieur d'une catégorie sur quel type de produit. Vous pouvez par exemple choisir un turbo, mais un turbo va pouvoir être un turbo avec une multitude de barrières possibles. Donc, les questions à vous poser. Quel est votre degré de conviction dans le scénario? Par exemple, sur un stability. Est-ce que vous êtes assez convaincu que le CAC, pendant quelques mois ou quelques semaines, va évoluer entre deux bornes? Il ne va pas reprendre une tendance suffisamment importante pour franchir l'une de ces deux bornes. Quel est votre degré de conviction dans le timing? Sur un turbo, par exemple, est-ce que vous pensez que, je ne sais pas, on avait pris GBPSD, est-ce que vous pensez que les cours vont être amenés à évoluer rapidement, ou est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une phase de temporisation, comme on a dit tout à l'heure, intermédiaire? Quelle perte maximum êtes-vous prêt à supporter? Il est évident que sur des turbos ou sur des stability, vous allez pouvoir perdre l'intégralité de ce que vous avez mis. Donc, est-ce que vous êtes prêt à perdre cette intégralité-là? Attention, intervenir sur un turbo ne veut pas forcément dire perdre l'intégralité de ce que vous avez mis, mais c'est un risque que vous prenez sur une désactivation. Ensuite, quelle est la durée de détention du produit que vous pouvez tolérer au maximum? À savoir, est-ce que vous êtes un trader actif? Est-ce que vous êtes un trader un peu plus tranquille, limite un gestionnaire, quelqu'un qui va acheter une valeur et qui va la garder en portefeuille plusieurs mois, etc. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait la possibilité d'être derrière les marchés assez régulièrement ou non? Voilà. D'où le cinquième point. Quelle est votre activité sur le marché? Si vous prenez un turbo, à partir du moment où vous prenez le turbo, il est évident que vous devez être capable d'intervenir sur le marché pendant les durées de cotation du turbo. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être derrière votre navigateur toute la journée. Vous pouvez être abonné à DT Turbo, avoir une alerte SMS, ou même avoir une alerte mail sur votre smartphone, sur votre boîte mail, être en train de travailler tranquillement et recevoir un SMS qui vous dit attention, on va revendre le turbo technique, on va acheter le turbo gold, etc.
Donc c'est ça, l'activité sur le marché, c'est être capable quand même, pendant la journée, d'intervenir sur le fait de votre broker ou de votre banque lorsque vous recevez une alerte envoyée par notre service, par exemple. En fonction des réponses à ces questions, vous allez pouvoir, et en fonction bien sûr de la disponibilité des produits auprès des émetteurs, vous allez pouvoir mettre votre stratégie d'investissement en place. Maintenant, passons au cas pratique qui est souvent le plus parlant et qui va être certainement le plus intéressant. Là, il nous reste donc un quart d'heure et une demi-heure, donc on va s'intéresser vraiment calmement au graphique que vous avez préparé et après je prendrai éventuellement quelques questions avant de vous présenter donc notre service. On a pris aujourd'hui une liste plus restreinte afin de pouvoir s'attarder plus calmement sur chacun des sous-jacents sélectionnés. Donc comme vous le voyez, on a pris une action française, pas mal d'indices, une matière première et une devise. Commençons donc par la valeur française. Il s'agit ici du titre Bouygues. Alors, petite question, est-ce que lorsque je passe ma souris là sur l'écran, est-ce que vous voyez la souris évoluer en même temps? Là, par exemple, si je mets ma souris ici sur le logo, est-ce que vous voyez la souris se déplacer ou pas? On me dit, ok, très bien, parfait. Donc, regardons ensemble le titre Bouygues et voyons qu'est-ce qu'on voit sur ce titre-là. Je vous ai mis, attention, on est sur les figures de retournement, mais comme j'ai pris que certains graphiques étaient déjà étudiés, on va regarder tout ensemble et s'intéresser au sujet du webinaire d'aujourd'hui. Donc ici, par exemple, depuis février 2000, vous voyez cette forte tendance baissière capée par une oblique de résistance assez intéressante. Donc, fatalement, le dépassement de cette oblique de résistance était forte, puisqu'elle avait été validée à plus de 6 reprises lors de la défense, génère un retournement haussier. À nouveau ici, on rentre dans une espèce de large triangle, vous voyez, à l'intérieur duquel les cours évoluent à la baisse, en venant cogner la bande de résistance du triangle, et en venant s'appuyer ici sur une base de triangle qui, et ce qui nous intéresse dans le sujet d'aujourd'hui, forme ce qu'on appelle ici un double bottom. À savoir deux niveaux, vous voyez, que je vous montre ici et là, qui se trouvent autour des 15-16 euros et qui ont à chaque fois servi de point d'appui au marché. Donc ici, première phase de baisse, rebond sur ce niveau-là. Fin du rebond, nouvelle phase de baisse, rebond à nouveau sur ce niveau. Donc, on est ici dans ce qu'on appelle théoriquement un double bottom qui va devoir être validé ici, donc en franchissant la ligne de coût qui vient d'être validée. Si on a raison sur notre hypothèse sur les cours de Bouygues, ça veut dire qu'on va reporter effectivement la hauteur de la ligne de coût à la cassure de la ligne de coût et que normalement, bien normalement, théoriquement, les cours devraient revenir à peu près sur le sommet ici. Donc, le double bottom, s'il s'avère être validé sur cet exemple-là, nous offre un potentiel de hausse intéressant sur les titres Bouygues. Deuxième exemple, pardon, j'étais passé un peu vite sur ce qui me semblait. Alors là, le CAC 40, évidemment, donc un sous-jacent que je ne présente pas, que tout le monde suit très régulièrement. On était revenu à l'été 2007. Alors, l'été 2007, c'était l'époque de la crise du subprime aux États-Unis, le retournement violent, quand on suivit le cas de Jérôme Kerviel, Fannie Mae, Freddie Mac, la faillite de Lehman Brothers. Donc, vraiment la phase de crack de marché que vous voyez ici. Bon. Intéressons-nous, nous, avant, à justement, ce qui aurait pu déjà nous indiquer un premier signal négatif, à savoir cette épaule que je vous ai tracé ici. Qu'est-ce qu'on constate ici? On repart sur la théorie dont je vous parlais. Donc, les cours sont en train de monter, d'accord, dans un premier temps. Ici, vous le voyez, ils forment, pour l'instant théoriquement, parce que la figure n'avait pas encore été validée à l'époque, on appelle une première épaule. Les cours repartent à la hausse, en s'appuyant, comme on le voit ici, sur la ligne de coût. Et là, ils viennent valider un nouveau sommet qu'on appelle la tête, et reviennent, après avoir validé ce nouveau sommet, s'appuyer à nouveau sur la ligne de coût. Là, on commence à être dans la potentialité d'un épaule tête-épaule. Pour ça, on attend quoi? On attend qu'on ait une autre épaule d'amplitude à peu près similaire à la première, comme on le voit ici, et qu'on revienne à nouveau tester puis casser cette ligne de coût, qui va être le signal déclencheur de notre figure de retournement. Alors, regardez ici, le graphique parle de lui-même, on voit bien la ligne de coût là, on voit bien une épaule là, qui sont d'amplitude relativement similaire. Hein, quand on dit similaire, c'est qu'il n'y a pas de gros écart entre les deux, ça veut dire qu'on doit finir exactement dans le même point. Et une tête qui est proportionnellement cohérente face aux épaules et d'amplitude supérieure
qu'est-ce qu'on a fait? On prend la hauteur de la tête, ramenée à la ligne de coup, et à la sortie de la figure, on reporte cette hauteur-là pour avoir un premier objectif qui s'avère être très précis, puisque effectivement le CAC est venu stopper ce niveau-là avant de repartir à nouveau. On remarque quoi ici? On remarque premièrement que cette figure a été efficace, puisqu'elle nous a permis de valider un retournement. On remarque également que la théorie a été efficace également, puisqu'on a pu reporter la hauteur de la tête à la sortie de la figure, mais on remarque encore, j'allais dire un petit plus en bonus, que après avoir validé l'objectif théorique de la capture de la ligne de coup, on est venu pratiquement tester cette même ligne de coup en pullback, c'est-à-dire que cette ligne de coup qui servait de support auparavant est venue servir de résistance, puisque les cours en s'approchant de cette ligne ont décidé à nouveau de repartir à la baisse. Troisième exemple, donc le cousin européen du CAC 40, il s'agit de l'Eurostoxx. Donc l'Eurostoxx, ça représente 50 des plus grosses valeurs européennes de la zone euro. L'Eurostoxx est composé aujourd'hui pratiquement à 50% de valeur du CAC. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment le cousin du CAC 40. Qu'est-ce qu'on voit sur l'Eurostoxx ici? On voit ici un diamant que je vous ai tracé en violet. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce diamant? On voit qu'on est dans une phase des cours haussières. On part ici de la dernière jambe de hausse qui démarre ici. À partir de là, on commence, vous voyez, quand les cours commencent à tergiverser un peu, d'abord, ils s'enferment à l'intérieur de ce triangle-là, donc on parle d'un triangle ouvert, et puis après, finalement, le triangle ouvert devient ici un triangle fermé. On voit bien qu'à la fin, lorsqu'on a fini de tracer la figure, on voit cette espèce de diamant allongé là, cette espèce de carreau inversé, et on valide. On le voit même par l'amplitude de la baisse à la sortie ici. Vous voyez ce bar chart là, en une journée, vous voyez combien de pourcents l'Eurostoxx a perdu. Donc, certainement dans des volumes importants, on valide la sortie de cette figure, et donc, on va reporter la hauteur de l'amplitude de la dernière hausse qui arrive au sommet du diamant à la sortie du diamant. Et on voit comment les cours, là encore, sont venus tester de façon très propre la théorie qu'on a mise en place, puisque les cours sont venus, donc le report d'objectif théorique, nous ramener jusqu'ici. Là, vous avez donc l'exemple d'un diamant. Je ne vous cache pas que ce sont des figures qui sont plus rares et un petit peu plus difficiles parfois à appréhender, mais ce sont des figures qui existent et qu'il faut quand même garder en tête, qui peuvent parfois permettre, vous voyez ici par exemple, la sortie du diamant là, vous permettez certes, avec un petit train de retard, puisque la force de la cassure a été aussi assez violente, mais quand bien même de là à là, vous imaginez que sur certains produits, type turbo, vous avez largement de quoi vous régaler sur un coup, par exemple. Quatrième exemple ici, qu'est-ce qu'on a? On a les cours du DAX. Donc le DAX, le cousin germain, c'est à le dire, du CAC 40, donc l'indice de référence allemand. Qu'est-ce qu'on voit ici sur le DAX? On voit en fait plusieurs choses. On voit ici déjà qu'on peut appeler un double top, puisqu'on avait une zone de résistance entre mars 2009 et juillet 2007 sur laquelle les cours sont venus stopper. On voit ce qu'on appelle le V-bottom. Le V-bottom, comme son nom l'indique, c'est un bottom ici qui forme un V en fait. On voit non seulement qu'on a un V-bottom, mais on voit que le DAX a, en reprenant sa tendance haussière, validé plusieurs V-bottom à répétition. Phase de baisse, V-bottom de retournement, phase de baisse, V-bottom de retournement, et même là, si on zoomait sur cette partie-là, vous avez encore deux nouveaux petits V là que je vous ai tracés en jaune. Donc ça, ce sont à chaque fois des figures dites de retournement qui vous permettent de mettre en place éventuellement des stratégies intéressantes à chaque fois que vous pouvez repérer ce type de configuration, et surtout, parce que vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va avoir le V-bottom exactement. Non, vous ne pouvez pas savoir exactement, c'est pas là en mars 2003 que vous allez décider de rentrer à la hausse. Mais lorsque vous commencez à consolider suffisamment et à repartir dans une tendance haussière, le V-bottom vous permet d'obtenir un objectif, regardez ici. Même si vous commencez à le valider à partir de là, par exemple, vous avez encore de là à là, de la même façon ici, vous avez de là à là, etc. Donc voilà, donc on voit ça sur les cours du DAX, on voit aussi d'autres choses que je vous ai indiquées, par exemple, vous voyez ici une droite de tendance haussière sur laquelle les cours sont toujours en train de s'appuyer. Ici en bleu ciel, vous voyez cette fois une figure de continuation, donc on avait abordé ensemble la dernière fois, un petit flag, un drapeau, qui également induit un potentiel de hausse, puisque c'est une figure de continuation à la sortie de cette figure.
Exemple suivant, le S&P 500, qui là est l'indice, on va dire, de référence mondiale, puisqu'il s'agit d'un des plus importants indices américains. C'est certainement l'indice le plus suivi à travers le monde par les salles de marché. Qu'est-ce qu'on voit ici sur ce S&P? On voit un très beau double top. Et vous voyez là pour le coup qu'à la différence des épaules tête épaule, les double tops peuvent intervenir à des échéances de temps beaucoup plus importantes. Effectivement, là, on avait une zone de résistance importante dans les années 2000 et d'autant plus importante qu'à 2 reprises, les cours sont butés autour de cette zone de 1550. On est venu ici créer un premier bottom. Et là, on est reparti à la hausse. Et à partir du moment où on est reparti à la hausse, on est venu à nouveau s'arrêter sur ce même niveau. Et à nouveau à 2 reprises. Donc, signal de retournement intéressant ici. À partir de là, à partir du moment où on constate que les cours, même ici, si vous voulez, qu'importe, entre nous, franchement, vous attendez la validation ici, regardez le report d'objectif que vous avez. Parce qu'en fait, vous attendez d'être là, voir un petit peu à l'intérieur du rebond, pour vous positionner à la baisse sur le S&P et attendre que le S&P revienne ici. Et là, je vous l'ai fait de façon très propre et très, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas tricher en vous mettant un objectif ici. On avait un premier objectif ici qui a été atteint à peu près sur cette mèche. On a eu un rebond et on a eu une dernière phase de baisse ici. Ce qui nous importe, nous, c'est de voir qu'à partir du moment où le double top ici a été validé, on avait pu anticiper une phase de baisse qui allait ramener le S&P au moins entre les 700 et 800 points, ce qui est déjà énorme lorsque vous en êtes à 1400. On est bien d'accord. Alors, nouvel exemple ici de Nikkei, qui lui est l'équivalent cette fois japonais des indices qu'on a présentés tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le Nikkei? Qu'est-ce qui nous intéresse? On voit plusieurs théories graphiques, on voit ici des figures de continuation, un triangle, mais ce qui nous intéresse, nous, là, c'est les figures de retournement. On en voit 2 principalement. Vous voyez cette espèce de wedge d'ISO, là? Vous voyez comment les cours ici viennent s'étouffer à l'intérieur de cette figure? C'est ça qui est intéressant. Vous allez me dire, mais comment différencier un triangle ici, qui est une figure de continuation, d'un wedge? On voit d'abord que les droites sont beaucoup plus incurvées d'une certaine façon, mais surtout, on voit comment les cours viennent s'essouffler ici, et notamment là. Vous voyez, ici, dans cette zone-là, on voit vraiment une zone d'essoufflement. Et de façon très caractéristique, rupture du wedge, fort volume, fort mouvement de retournement baissier. Et là, la preuve, regardez ce qu'on a suivi derrière. Et là, rebelote, on baisse, première zone de support ici, rebond, je reviens sur la même zone, rebond. Je valide ma ligne de coup ici, je reporte à peu près ce rebond-là, et paf, ça arrive à peu près ici, voire ici. Donc ici, on a à la fois un wedge de retournement baissier, puis un double bottom de retournement haussier. Encore 2 graphiques, avant de vous parler de notre service, et de laisser place aux questions, puisque ça fait bientôt 3 quarts d'heure. Les cours de l'once d'or, là aussi très intéressant, et surtout très intéressant et très actuel, puisque on serait en cours de validation d'un double bottom sur les cours de l'once d'or. Si on a raison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on franchisse ici cette ligne de coup, et par la suite, ça voudrait dire qu'on repart vraiment faire un mouvement et un potentiel de hausse intéressant sur les cours de l'or, qui devrait effectivement ramener les cours au moins au-dessus des 1006. Et moi, je ne vous cache pas que si on revient au moins au-dessus des 1006, si on valide ce double bottom, ça veut dire que les cours de l'or vont repartir à la hausse sur du long terme. On n'en est pas encore là. Je vous l'ai mis ici, attention à cette droite de résistance qu'il va falloir dépasser, puis après cette ligne de coup là qui se trouve à peu près ici. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous ai mis un point d'interrogation. Double bottom, point d'interrogation, à suivre dans les semaines, voire dans les mois à venir. Dernier exemple, sur les cours de l'euro-dollar. Donc, vous voyez, on a essayé de prendre chaque classe d'actifs différentes pour que vous puissiez voir que l'analyse technique fonctionne à la fois sur des indices, sur des actions, sur des matières premières ou là, sur des devises. Donc, les cours de l'euro-dollar, qui lui est le sous-jacent pour le coup le plus traité dans le monde, qu'est-ce qu'on voit ici sur un graphique plus court terme, parce que c'est un graphique sur une unité temporelle d'une heure, on voit un nouveau biseau de retournement, donc un biseau ascendant. Donc les cours évoluent à l'intérieur à la hausse, avec une oblique de support ascendante, une oblique de résistance légèrement ascendante, et on voit bien ici que petit à petit, les cours finissent par être étranglés à l'intérieur de ce biseau, voilà, et arrivés au bout du biseau, finissent par être donc étouffés et sortent à l'intérieur du petit cercle bleu à la baisse, en validant donc un potentiel de baisse qui devrait ramener les cours de l'euro-dollar beaucoup plus bas, si on a raison d'un point de vue théorique, sur ce sous-jacent, à savoir euro-dollar autour des 1,30 dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Voilà.
Je vous ai mis ici le bilan actualisé de notre service d'été turbo. Donc nous vous proposons, certains d'entre vous le savent, puisque j'ai lu dans le, j'ai dit qu'il y avait certains d'entre vous qui étaient déjà abonnés chez moi. Donc on vous propose un service clé en main de recommandation sur les produits turbo. Clé en main, c'est-à-dire que vous n'avez pas grand-chose à faire, sinon recevoir vos mails et intervenir auprès de votre broker ou de votre banque en achetant ou en revendant les turbos qu'on va vous conseiller. Évidemment, nos conseils sont basés sur tout ce que je vous ai présenté là, à savoir notre expérience technique, notre sélection des produits les mieux adaptés en fonction de notre condition de scénario, le choix de la barrière, etc. Donc on s'occupe de tout pour vous. Vous recevez une alerte détaillée avec le turbo acheté, le niveau d'entrée, les objectifs, les stops à placer, etc. Vous voyez que les performances restent très bonnes. On est toujours autour des 75 à 80% de conseils gagnants. On est en train d'améliorer petit à petit notre reward afin d'avoir un gain moyen par conseil un peu plus élevé, mais globalement, vous voyez que sur la durée, c'est des services qui, depuis maintenant plus de 3 ans qu'ils existent, vous permettent de dynamiser votre portefeuille de façon assez efficace. Si vous voulez nous contacter, venir nous rejoindre, faire un essai d'un trimestre, un autre service, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail à info@daguerretraining.com. Vous pouvez nous appeler au numéro que je vous indiquez, ou aller directement sur notre site web dans la partie DT Turbo pour pourquoi pas vous abonner directement et faire un test sur ce service. Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vais prendre quelques-unes des questions qui m'ont été posées et avant de conclure et de vous libérer pour cet après-midi. Alors, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai 2 ou 3 personnes qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de son, mais je pense que vous me l'auriez dit si vous ne m'entendiez pas. Vous m'entendez toujours? Oui, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Alors, excusez-moi, je remonte dans le chat parce que plein de gens m'ont parlé en ce temps. Alors, sur un turbo, est-ce qu'il peut passer au-dessus d'un stop placé? Je ne comprends pas trop la question. Donc Loïc Duval me pose une question, mais j'arrive pas à l'interpréter comme ça. Est-ce qu'il peut passer au-dessus d'un stop placé? Un turbo, alors je ne sais pas, je vais répondre à la question telle que je l'interprète. Un turbo va donc être acheté avec une barrière désactivante. Prenons l'exemple d'un turbo call. Revenons, je ne sais pas moi, sur un... Voilà, prenons l'or par exemple. Imaginons que vous voulez prendre un turbo call sur l'or parce que vous décidez de jouer le double bottom. Donc si vous jouez un turbo call, vous allez avoir une barrière qui va devoir être en dessous des cours de l'or. Donc en dessous aujourd'hui des 1312. Vous allez pouvoir avoir une barrière à 1300, c'est ce qu'on mais une autre à 1250, 1200, etc. Vous pouvez placer un stop entre la barrière et les cours du sous-jacent, ce qui vous permet de vous garantir une perte maximale. Par exemple, vous prenez une barrière à 1200 et vous mettez un stop à 1250. Ce qui vous fait, je pense, à peu près une perte de 30 à 40% sur le turbo quand même. Il faut savoir que les turbos sont des produits réactifs sur lesquels les amplitudes de gains et donc de pertes sont relativement conséquentes. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Quelqu'un d'autre me demande est-ce que je reçois des alertes de revente si je m'abonne à DT Turbo? Oui, absolument. On ne vous lâche pas dans la nature en vous disant achetez tel turbo. On vous suit régulièrement, on vous tient au courant de l'évolution du portefeuille, vous recevez un suivi hebdomadaire très complet toutes les semaines, et lorsqu'on décide de ressortir d'une ligne, on vous en tient informé, bien évidemment. C'est vraiment la gestion d'un portefeuille réel qu'on vous propose. C'est pas juste des ordres d'achat lancés comme ça dans le vent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout a été clair? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose? En tout cas, c'était l'objectif qu'on avait aujourd'hui avec vous. Très bien. Bah, écoutez, je vais vous remercier de votre présence, de votre écoute, puisque la plupart d'entre vous êtes restés du début à la fin. Rendez-vous en septembre pour aborder cette fois les overlaps et les bandes de polarité. On fera exactement de la même manière avec des exemples concrets. Vous verrez, c'est vraiment les niveaux qui pour moi sont parmi les plus forts de l'analyse technique. Hein. Donc soyez présents à la rentrée, passez un bel été d'ici là, de bonnes vacances. N'hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre site, nous poser des questions. Je vous dis donc à tous à très bientôt et bon week-end.